est écoulé pour ce bloc. Alors, je vais maintenant reconnaître la députée de Terrebonne. Il vous reste 12 minutes 16. Merci. Je vais poursuivre un petit peu sur la rémunération des stages parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer notre discussion tout à l'heure, puis ça m'intéresse grandement. Donc, juste revenir, là, vous avez nommé plusieurs autres domaines où les femmes ont des stages rémunérés, puis le taux de diplomation des femmes versus les hommes, très bien. Mais moi, j'aimerais qu'on se concentre sur vraiment les secteurs névralgiques de nos systèmes publics. Donc, en santé, en éducation, nos infirmières, nos préposés bénéficiaires, nos enseignantes, nos éducatrices spécialisées. Donc, ces femmes-là. De ce que je comprends de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, donc vous n'avez pas fait de démarche auprès de vos collègues de l'enseignement supérieur et des services de santé et services sociaux pour que votre gouvernement là, donne suite à son engagement de rémunérer les stages dans ces domaines-là. Je pense que c'est important d'être capable d'avoir les données nécessaires pour bien comprendre ce dossier-là. Actuellement, ce que notre gouvernement a fait des choix qui étaient de valoriser différentes professions et d'augmenter substantiellement la rémunération des femmes ou des hommes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services sociaux et de l'enseignement supérieur. Alors, ces choix-là ont été faits. Sur la question du stage, il faudrait déterminer également combien de quoi on parle, mais il y a certaines professions où les stages sont rémunérés et où il y a amplement de femmes qui peuvent bénéficier de ces stages-là. Votre gouvernement a pris l'engagement de rémunérer les stages. Je ne peux pas croire que ces études-là n'ont pas été faites. J'imagine qu'on a des rapports, des documents qui nous indiquent ces chiffres-là. On doit savoir là, à combien ça s'élève, tout ça. Voilà. Oui, bien, je pense que c'est une bonne question pour ma collègue Pascale Derry, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, d'avoir ces données là-dessus. Mais les étudiants, en général, bénéficient de programmes de prêts et bourses et d'accompagnements divers. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de femmes qui opèrent dans les milieux non traditionnels. Je pense aux facultés de médecine où il y a plus de 50 de femmes qui œuvrent. Évidemment, on parle pas des femmes médecins, on parle des infirmières, des préposés bénéficiaires, on parle de nos enseignantes, de nos éducatrices spécialisées. Donc, vous, Madame la ministre de la Condition féminine, vous ne croyez pas que votre gouvernement devrait tenir son engagement et rémunérer les stages de ces femmes-là dans des milieux cruciaux où on manque de main-d'œuvre? Bien, je pense que c'est une excellente question pour ma collègue à l'enseignement supérieur. Non, mais je pense qu'elle s'est penchée sur ces questions-là. Je pense qu'il faut avoir les données nécessaires puis réfléchir et en faire l'analyse. Très bien. Allons donc sur le sujet de l'équité salariale. Il y a 25 ans, la loi sur l'équité salariale a changé le visage de l'emploi au Québec. Il y a des avancées importantes qui ont été faites, on se l'a dit tout à l'heure, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On avait adopté une motion à l'unanimité en 2021 qui demandait de réformer la loi sur l'équité salariale. On s'était tous engagés collectivement à le faire. On voulait lui donner plus de force, plus de mordant. Si je prends la dernière phrase de la motion, ça disait enfin qu'elle demande au gouvernement de renforcer la loi sur l'équité salariale pour s'assurer que celle-ci est en mesure d'atteindre pleinement une réelle équité salariale. Est-ce que votre gouvernement va réformer cette loi comme on s'y était engagé en 2021? C'est une bonne question. C'est un dossier quand même substantiel que l'équité salariale. Il y a quand même un travail qui a été fait et l'écart s'est rétréci entre les hommes et les femmes, mais il demeure un certain travail à faire et c'est un dossier que je suis de près et qui doit, je pense que notre gouvernement, notamment en donnant des augmentations substantielles dans des secteurs réservés aux femmes, notamment en éducation, en santé et les éducatrices en garderie. L'objectif était justement de réduire cet écart-là. À cet égard, je dirais que la pandémie a donné un bon coup de pouce à la question des femmes.
En fait, je comprends, on a fait du chemin, mais le 27 novembre 2024, ma collègue Mégane Perry-Melançon a fait une sortie disant qu'à partir de cette date, les femmes travaillaient gratuitement au Québec pour montrer qu'on avait encore un recul de plus d'un mois là, de salaire comparativement aux hommes. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous allez la réformer, cette loi? Parce que là, vous ne répondez pas clairement. Est-ce qu'on va réformer la loi? Est-ce que vous pouvez vous y engager? Actuellement, la CNESST est en train de faire une évaluation, d'évaluer les effets justement du plan 2017-2019, le plan d'action sur l'application de la loi sur l'équité salariale. Ce plan de travail sera réalisé en 2026 et c'est mon collègue du travail qui évaluera la nécessité et l'opportunité de modifier cette loi. Alors, ce n'est pas sous mon chapeau à moi. Le ministre du Travail, d'ailleurs, une formation en droit, et c'est vraiment le genre de question qui le préoccupe. Je pense que la question de l'équité salariale devrait lui revenir à lui ou au Conseil du Trésor et ou au Conseil du Trésor, parce que ma collègue présidente du Conseil du Trésor est préoccupée par ce type de questions. 2021, ça fait quand même 4 ans de ça. À quel moment on leur a demandé de se pencher là-dessus? Juste pour que je sache. 2021? Non, mais 2021, c'est la date à laquelle on a adopté la motion tous ensemble. Là, vous avez dit que il y a le ministre du Travail, je ne sais pas trop qui... La CNSST se penche là-dessus. À quel moment on leur a donné ce mandat-là? Puis quand est-ce qu'on attend les résultats de cette consultation-là? J'ai un peu de difficulté à répondre à cette question-là, essentiellement parce que je ne le sais pas. En 2021, je n'étais pas élue et je sais que c'est au travail qu'on attend, en fait, au ministère du Travail, qu'on attend le plan de travail qui va être réalisé d'ici 2026. Et je pense que le ministre du Travail, lui, est plus au fait et c'est un peu l'enjeu du secrétariat de la condition féminine. Souvent, on travaille avec plusieurs partenaires, mais le leadership de certains, surtout des projets de loi, leur revient. Nous, on se tient quand même au courant. Et bon, ça arrive, puis en fait, ça donne bien. Le ministre du Travail, c'est mon voisin au Salon Rouge. Alors, de temps en temps, je lui glisse un mot là-dessus. Et je le sais qu'il est préoccupé sur cette question-là. Un petit sujet complémentaire par rapport à ça, des plaintes. Il y a plusieurs plaintes qui ont été formulées pour discrimination salariale envers les femmes qui n'ont toujours pas été traitées selon nos informations. Pire encore, il y a même des milliers de plaintes qui visent le gouvernement employeur qui sont toujours en traitement au service des enquêtes, justement, de la CNESST. Combien on a de plaintes qui sont toujours en traitement? Quels sont les délais de traitement pour ces plaintes-là? Et est-ce que vous considérez que ces délais-là sont raisonnables? Bien, encore une fois, c'est difficile pour moi de répondre à ça. C'est vraiment pas dans mon champ d'expertise, puis c'est pas moi qui traite ce type de dossier-là. Je pense que vous auriez plus de chance au Trésor ou au ministère du Travail, responsable de la CNESST. Mais moi, au secrétariat de la condition féminine, c'est le genre de dossier qu'on suit, mais c'est pas le genre de dossier qu'on dirige. On n'est pas les leaders dans ce dossier-là. Donc, vous ne savez pas il y a combien de plaintes qui ont été formulées pour discrimination salariale? Très bien. En 2024, il y a eu 25 féminicides qui ont été enregistrés au Québec. En 2020, 21. En 2021, 26. En 2022, 14. Le plan d'action du gouvernement en matière de violence conjugale était pour 2018-2023. Ça a pris fin au 31 mars 2023. Donc, j'aimerais savoir si ce plan d'action-là va être reconduit. Stratégie intégrée en violence. S'il y a une question qui me préoccupe, c'est ça. C'est la question des féminicides. Il y en a encore beaucoup. Puis notre gouvernement investit au-dessus d'1 milliard de dollars. Et puis, il y en a encore. À chaque fois qu'il arrive un féminicide au Québec, la première question que je pose à mes équipes, c'est est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'elle a passé dans nos filets? Est-ce qu'on a eu à répondre à SOS violence conjugale? Est-ce qu'elle a déjà porté plainte? Et je ne me souviens pas d'avoir eu la réponse « oui, on la connaît ». Alors, on en échappe encore, mais on en échappe de moins en moins parce qu'un des registres qu'on n'a pas, puis c'est ça il faut l'imaginer, c'est le nombre de vies qu'on a sauvées. Mais on a sauvé des vies.
Puis ça, je le sais parce que j'y vais sur le terrain. La stratégie dont vous faites part, là, je ne l'ai pas sous le nez, mais elle s'est intégrée dans la stratégie Rebâtir qui, elle, va jusqu'en 2027 et où on a investi 462 millions de dollars et qui va se poursuivre jusqu'en 2027 et qu'on va renouveler. Mais écoutez, il n'y a rien qui est abandonné et qui n'est pas renouvelé. Les stratégies gouvernementales pour contrer la violence, autant à l'égard des femmes que la violence sexuelle, je peux vous dire que c'est une priorité de notre gouvernement. On l'a démontré en investissement massivement à tous les niveaux dans un bouquet de mesures. On a beaucoup parlé des maisons d'hébergement, mais il y a les bracelets anti-rapprochement, les tribunaux spécialisés, l'aide d'urgence, les cellules de crise, le travail des policiers. Alors, tout ça Comment vous expliquez qu'on soit à 25 féminicides? Là, on est à un féminicide du triste sommet de 2021, donc ça continue d'augmenter. Là, on a vu une recrudescence en 2024. Comment vous expliquez ça? Puis qu'est-ce qui est fait? Si ce plan-là d'action gouvernementale là, n'est pas reconduit, je sais que vous faites d'autres choses, mais comment on fait pour ne pas se rendre à 28 l'année prochaine? C'est pas vrai qu'il n'est pas reconduit. Cette stratégie-là a été intégrée dans son ensemble dans Rebâtir la confiance. Alors, c'est faux de dire que ça n'a pas été... On ne peut pas dire faux, mais c'est pas grave. En tout cas, je me suis sur le fait, là, vous arrivez, là, mais non, on n'a rien abandonné, bien au contraire. Les recommandations qui étaient à l'intérieur de ce plan-là ont été intégrées dans Rebâtir la confiance et on donne suite, puis non seulement on donne suite, mais c'est financé. Bon, comment j'explique qu'il y a encore des féminicides? Comme je vous dis, s'il y a quelque chose qui me brise le cœur, c'est vraiment ça. Comme je vous dis, on en échappe parce que c'est pas toutes les femmes qui déposent des plaintes, mais honnêtement, je vous dirais qu'on avance parce que si je regarde les statistiques sur les clientèles les plus nombreuses, là, je réalise que les jeunes femmes, dénoncent davantage. Mais non, c'est important ça de dire ça, que les jeunes femmes dénoncent davantage parce que avant, en tout cas, c'était beaucoup plus des personnes âgées. Il me reste une minute. Oui, je sais. Dernier petit sujet. Les syndicats et le milieu communautaire demandent 10 jours d'absence rémunérés pour les personnes victimes de violences. Je veux juste savoir si vous êtes en faveur d'une telle réforme. Bien, écoute, il y en a déjà des jours qui sont donnés, je pense des jours flottants là-dessus. C'est une question... C'est non rémunéré souvent. Là, on demande 10 jours rémunérés. Oui, bien, en fait, il y a déjà 2 jours rémunérés par année. Puis la protection du lien d'emploi. On est victime de violences conjugales, 2 jours. Bien, on avance. Là, je pense qu'on est dans une situation... Donc, 10 jours, c'est pas... Donc, la demande du milieu communautaire, des syndicats, vous êtes pas... Bien, écoutez, l'ajout de congé, c'est pas une recommandation du rapport du comité qui est chargé d'analyser le recours en matière de harcèlement sexuel. Alors, on ne l'a pas intégré dans notre stratégie. Merci à vous deux.